Romain Wykmans est chargé de cours en sciences politiques et relations internationales à l'ULB. Ses recherches portent principalement sur la gouvernance internationale du changement climatique. Romain a notamment été auteur-contributeur du 6e rapport d'évaluation du GIEC, publié en 2022. De 2018 à 2021, il a assuré la vice-présidence du groupe de travail Énergie-Climat du Conseil fédéral du développement durable. En décembre 2023, il a été élu pour un mandat de 5 ans au sein du Collégium de l'Académie royale de Belgique, en étant rattaché à la classe Technologie et Société de l'Académie. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de l'École Polytechnique de revenir dans notre salle des professeurs, donc deuxième édition cette année-ci. Avec plaisir. Alors, tu as été très récemment nommé chargé de cours ici à l'ULB. Tu es docteur en sciences et gestion de l'environnement et tu es dans le département de sciences politiques. Alors, j'aimerais te poser quelques questions sur ta recherche et aussi ton engagement, je crois, par rapport à les questions de durabilité. Donc, on se connaît depuis un petit temps, on se connaît depuis le moment où tu as été faire pendant ton doctorat un séjour au Climate Change Institute, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou le Environmental Change Institute de l'Université d'Oxford, mais tu as évidemment énormément voyagé, tu as travaillé en France, tu as travaillé en Suisse, tu as travaillé en Finlande, mais tu as aussi été en Afrique du Sud, tu as été au Kenya, tu as été en Inde, donc évidemment tout ça se justifie et se comprend quand on sait que ton projet de recherche, c'est la politique climatique internationale. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et donner un petit peu des exemples de recherche que tu effectues? Oui, avec plaisir. Donc, bon, pour faire très simple, on peut peut-être un peu parler de l'accord de Paris sur le climat. Donc, c'est vraiment un des traités internationaux phares en matière de lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Donc, un traité signé en 2015 à Paris qui a vraiment donné un nouveau souffle, en fait, à la coordination internationale visant à résoudre, ou en tout cas à limiter le problème du changement climatique et également les effets du changement climatique. Alors, si on regarde ce traité international, comme la plupart des traités internationaux, il y a 2 grands mécanismes dans ce traité. Il y a un mécanisme de vérification. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on demande aux États sous l'accord de Paris? On demande aux États principalement de s'engager à faire des promesses de façon régulière. En fait, tous les 5 ans, les États doivent mettre sur la table des promesses, des engagements qu'ils sont prêts à faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est ce qu'ils se sont engagés à faire. Alors, il y a donc un mécanisme de vérification qui consiste assez bêtement à voir est-ce que les États soumettent les promesses. Il ne s'agit pas à ce stade-là de dire si les États respectent ou pas leurs promesses, mais c'est simplement déjà de savoir si les États soumettent leurs promesses. Donc le mécanisme de vérification, il va quand même un cran plus loin, et comme la plupart des mécanismes de vérification, il se base sur un self-reporting des États. Donc c'est les États qui, à intervalles réguliers, tous les 2 ans en fait, doivent dire est-ce que je suis dans les clous ou pas de ce que j'ai promis. Ça, c'est une 2e étape. Puis alors, une 3e étape, c'est un mécanisme qu'on va appeler de mise en conformité. Et là, en matière de droit international, de relations internationales, les États sont très réticents, en fait, à avoir des mécanismes qui soient très, qui aient des dents, qui soient très punitifs, en fait, par rapport à la conformité ou non des États par rapport aux engagements qu'ils ont pris. Et donc, sous l'accord de Paris, comme sous beaucoup d'autres traités internationaux, ce mécanisme, il est très, très souple, très doux. Il consiste de façon très basique à dire si un État n'a pas soumis ses promesses, si un État n'a pas aussi fait rapport sur son état d'avancée par rapport aux promesses, eh bien, on va discuter. On va essayer de comprendre pourquoi l'État n'est pas en conformité. Donc, c'est un peu ça, en fait, la logique de ces discussions internationales, toujours basées sur des discussions, dans un langage diplomatique très feutré, où surtout ce qui tient à cœur, au centre vraiment des intérêts, enfin de ce que les pays essayent de défendre, de façon générale, c'est leur souveraineté. Donc ça, c'est un peu la règle de base à avoir à l'esprit, c'est qu'il est en fait très difficile d'obtenir des États de confier une partie de leurs prérogatives, de leur politique, à une instance supranationale, par exemple. Alors moi, dans ce cadre-là, qu'est-ce que j'ai notamment fait? J'ai essayé de voir si les États véritablement soumettent leurs promesses, si les États aussi respectent en fait ce qu'ils se sont engagés à faire, c'est-à-dire à suivre de façon régulière si leurs promesses sont respectées ou pas. Donc, je pense à une recherche qu'on avait faite avec d'autres collègues, notamment hollandais et un collègue basé à Cambridge, où là, on a essayé de classer les pays, en fait, en fonction de leur degré de conformité
compliance, qu'on va appeler en anglais, degré de conformité par rapport aux engagements qu'ils ont pris sous la Convention climat, sous la Convention climat, oui. Mais quand il doit faire des promesses, il faut encore qu'il fasse des promesses qui représentent réellement quelque chose. On pourrait dire on fait a high compliance, mais les promesses qu'on a faites étaient pas difficiles à atteindre. Donc est-ce qu'il y a un petit peu de pression pour quand même s'assurer que les États remettent des promesses qui vont vraiment avoir un effet, qui vont vraiment pouvoir conduire à un changement? Ou bien même là, ça devient très difficile? Déjà là, c'est déjà très difficile. Mais donc il y a des mécanismes souples qui vont essayer de faire ça. Un de ces mécanismes, sous l'accord de Paris, c'est ce qu'on appelle le bilan mondial. Donc c'est tous les X temps, tous les 5 ans en fait, essayer de faire le bilan, d'agréger toutes les promesses que les États ont mises sur la table et de voir où on en est. Au bout du compte, si on arrive à respecter les objectifs de l'accord de Paris, de limiter l'augmentation de la température en deçà de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 degré. Donc déjà là, rien que dans l'objectif en fait de l'accord de Paris, on a déjà beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'on parle d'un réchauffement de 1,5 degré, de 2 degrés? Déjà là, les États en fait n'ont pas su se mettre d'accord. Donc la plupart en fait des dispositions de ces traités internationaux sont extrêmement souple et en fait ouverte à interprétation. Et je suppose même la façon dont on mesure cette augmentation de température, il y a aussi la méthodologie qui est mise derrière qui doit pouvoir créer plus d'ambiguïté. Exactement. Oui. Y compris aussi, donc les États sont normalement obligés de faire rapport à intervalles réguliers de leurs émissions de gaz à effet de serre, tout bêtement en fait, de savoir combien ils émettent. Et là-dessus aussi en fait, il y a énormément d'incertitudes. Il y a des États qui ne jouent pas du tout le jeu, qui ne soumettent pas du tout de données. Par exemple, l'Iran, la Chine soumet des données mais avec beaucoup de retard. Et au final, quand on essaye d'agréger toutes les données que les États soumettent de façon officielle au secrétariat de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, on arrive à un certain résultat, mais on a d'autres méthodes en fait pour estimer les émissions de gaz à effet de serre par satellite, aussi en estimant tout bêtement la consommation des combustibles fossiles, et alors on peut plus ou moins avoir une estimation des gaz à effet de serre. On n'arrive pas du tout à la même estimation. En fait, il y a des écarts considérables. Et donc, il y a des pays, très clairement, qui trichent dans leur rapportage, dans leur calcul des émissions. C'est sur base volontaire, comme tu as dit. C'est bien, c'est de la diplomatie. Oui. Donc, la diplomatie, il n'y a pas de... Ça reste dans la bonne entente et dans le respect les uns des autres. Donc, ça repose extrêmement fortement sur la pression par les pairs. Donc, c'est vraiment... parce que, tout de même, les États n'aiment pas d'être mis au banc de la communauté internationale. Donc, ils n'aiment pas d'apparaître comme les mauvais élèves, en règle générale, parce qu'il y a des États aussi pour lesquels ça ne change pas grand-chose. Mais donc, c'est plutôt par des mécanismes souples de ce type-là, donc naming and shaming, ou que ça fonctionne. Parce qu'en matière, en particulier en matière de droit international, de droit climatique international, il n'est pas question de sanctions, par exemple. Il n'y a pas du tout question de sanctions dans l'accord de Paris. Pourquoi ? Parce que les États ne signeraient pas, ne ratifieraient pas un tel accord, en fait. Donc, on est toujours un petit peu entre les deux, où on veut essayer de donner des dents, de donner du mordant à ce type d'accords internationaux, et puis où en même temps, si l'accord est trop contraignant, en fait, les États ne le signent pas, ne le ratifient pas. Mais finalement, je comprends tout à fait, mais ici, on se limite à le réchauffement climatique, on se limite aux gaz à effet de serre, et là-dedans, il n'y a même pas encore des questions de biodiversité qui sont prises en compte, donc ça pourrait être beaucoup plus complexe. Donc on prend finalement la température comme proxy de toute une série de problèmes qui sont derrière, qui ne sont peut-être pas suffisamment compris par tout le monde. Exactement. Donc ça, c'est un des problèmes de la gouvernance internationale de l'environnement, c'est que chaque sujet a tendance à être traité en silo. Donc on a la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique qui traite du changement climatique avec un mandat assez défini, et puis alors on a la Convention sur la biodiversité biologique, par exemple, qui va traiter de biodiversité. Mais les deux, en fait, les liens entre les deux ne sont pas toujours faits de façon très claire, et il y a certainement des liens supplémentaires qui devraient être faits. Ça, on parle au niveau international, mais en fait, on a le même genre de problème qui se pose aussi au niveau national. Au niveau européen aussi, où il faut des compromis, et puis finalement, on se retrouve avec une loi sur la biodiversité qui est tellement soft que finalement, il vaut mieux pas de loi que d'avoir une loi aussi soft, et il vaut mieux des accords. Et alors, pour passer à une autre question, un de tes grands sujets de recherche, c'est la question des transferts financiers entre les pays riches et les pays pauvres pour aider ces derniers à faire face au changement climatique. On a toujours dit, nous avons pollué pendant longtemps, il faut maintenant laisser les pays émergents polluer, mais je suppose que c'est pour
contrer un petit peu cette idée de dire qu'ils ont le droit de polluer, il faut les aider à ne pas polluer, je suppose. C'est ça. En tout cas, disons que c'était l'idée. C'était le grand compromis, en fait, ce qui n'est pas nouveau. Ce qu'on a appelé le grand compromis de Rio, en fait, des conventions de la conférence de Rio en 1992, c'était ça. C'était les pays riches s'engagent à fournir des ressources financières et technologiques aux pays en développement, qu'on appelait toujours à ce moment-là tiers-monde, ou on était déjà en train de perdre cette dénomination-là, mais aux pays en développement, pour leur permettre d'emprunter des trajectoires de développement différentes de celles que les pays développés avaient eux-mêmes prises, si on veut. Bon, ce compromis, il n'a pas tenu longtemps, en fait. Les promesses financières qui avaient été formulées n'ont jamais vraiment été tenues. Les transferts financiers ou technologiques ne se sont jamais vraiment produits ou se produisent, mais de façon extrêmement limitée. Cela dit, aujourd'hui, 30 ans plus tard, le problème est plus prégnant que jamais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la croissance des émissions de gaz à effet de serre, qu'on attend dans les prochaines années ou décennies, elle va se faire dans les pays du Sud, dans les pays en développement. Pas du tout dans les pays du Nord qui, eux, leurs émissions sont plutôt en décroissance parce qu'il y a des politiques volontaristes de réduction des émissions qui sont mises en œuvre, ou bien alors parce qu'il y a des questions de désindustrialisation ou ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment quand même un enjeu, c'est-à-dire si on veut résoudre, comme on est quand même tous sur la même planète, même s'il y a une planète très inégalitaire, oui. mais c'est quand même la même planète, et donc un problème global doit essayer d'être résolu de façon globale, et donc on ne saurait pas en fait résoudre le problème du changement climatique ou le limiter, parce qu'on ne parlerait même pas de le résoudre, mais de le limiter sans en fait avoir sans avoir les pays en développement très fortement émetteurs à bord. Une façon de les avoir à bord, c'est en fait de leur permettre, de leur promettre et de leur fournir des ressources financières pour leur permettre de changer les processus industriels, de développer les énergies renouvelables et ce genre de choses. Et donc, il y a à la fois, si on veut, des enjeux de justice, parce que, comme tu l'as dit, il y a les pays du Nord, les pays riches sont historiquement les plus gros pollueurs, et toujours actuellement. Donc même si la Chine est aujourd'hui le premier émetteur mondial, si on regarde les émissions historiques, c'est pas du tout la Chine qui est le premier émetteur mondial. Et le problème du changement climatique, c'est un problème d'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc c'est pas un problème qui se pose une année donnée. Problème d'accumulation. Donc là, il y a vraiment une question de justice. On a des responsables de la pollution, et puis alors on a des victimes de la pollution qui ont plutôt tendance à être des populations dans les pays du Sud. Donc il y a cette question de justice, mais il y a aussi des questions d'efficacité ou d'effectivité. C'est-à-dire pour résoudre le problème du changement climatique, on ne saurait pas faire sans eux, sans ces pays du Sud. Donc voilà, d'une certaine façon, il y a des transferts financiers qui devraient, si on veut résoudre le problème du changement climatique, se produire. Puis alors, pour donner juste un autre exemple évidemment, les pays du Sud sont très contraints financièrement, en particulier les plus pauvres d'entre eux, même s'il y a des pays, on va dire, en développement émergent qui ont beaucoup de marge, plus de marge financière que d'autres. Ces pays sont en fait aussi confrontés à des priorités très différentes, y compris le développement socio-économique, on va dire classique, ou des développements des infrastructures, etc., qui ne sont pas encore présentes comme elles sont présentes chez nous, par exemple. Et ça, évidemment, construire des infrastructures, c'est très, très émetteur. Mais pour donner vraiment un exemple de l'ampleur, en fait, de la difficulté pour des pays pauvres à s'engager dans des trajectoires de développement bas carbone, on peut simplement regarder le coût du capital, c'est-à-dire combien ça coûte d'emprunter pour un projet, disons, d'énergie renouvelable. Ça va être par rapport à un pays riche, par rapport à un pays développé, on va être de l'ordre d'un facteur de 1 à 5 ou à 8. Donc le taux d'intérêt dans un pays en développement, un des pays les moins avancés, est vraiment beaucoup plus élevé que dans les pays riches. Donc déjà dans les pays riches, on voit que c'est difficile en fait de mettre en place des projets d'énergie renouvelable parce qu'on dit que c'est cher, c'est pas rentable, etc. Mais alors là, c'est complètement inaccessible sans aide extérieure, en fait. Et donc, cette aide extérieure, ça doit venir des États ou bien ça pourrait aussi être de l'industrie en elle-même? Parce que tu as bien mentionné qu'il y a une désindustrialisation qui se passe dans certains pays pour en fait transférer le problème ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle aussi des industries qui sont manufacturières là-dedans ou c'est juste les États?
Oui, bon, en tout cas, sous les négociations internationales sur le changement climatique, c'est des négociations entre États. Donc là, la question va surtout se poser de transferts financiers entre États. Mais oui, si on regarde les délocalisations d'usines, etc., là, on va avoir une situation très contrastée aussi, où on va avoir des investissements qui vont être concentrés dans certains pays où on va dire l'environnement des affaires est relativement stable. On va avoir très peu d'investissements qui vont se réaliser dans des pays pauvres, instables, etc. Et ça, on le voit très très fort. La plupart des investissements ils font dans certains pays asiatiques, en Chine ou dans d'autres pays. Mais c'est très difficile en fait pour des pays pauvres qui n'ont pas en fait les infrastructures nécessaires ou la stabilité même juridique ou politique d'accueillir en fait des projets d'énergie renouvelable ou des projets d'industrialisation tout court. Donc là, on est vraiment confronté à des nœuds. Mais si je ne me trompe pas, la production d'hydrogène se fait en Afrique. Dans certains pays d'Afrique, on fait la production d'hydrogène qu'on vient ramener chez nous en Europe en se posant la question qu'à cette production d'hydrogène, il faut encore plus rajouter le transport jusque chez nous. Donc, même une réflexion de ce type-là n'est peut-être pas tellement positive au point de vue environnemental. Oui. Donc ça, encore une fois, c'est un grand sujet qui remet encore, on va dire, à l'avant-plan la question des inégalités. Parce qu'on va avoir des pays qui vont consacrer une grande partie de leur production d'énergie renouvelable à la fabrication d'hydrogène qui sera ensuite exportée. Alors que dans ces pays, une grande partie de la population n'a pas encore accès à l'électricité, par exemple. Donc là, on revient encore sur des questions d'inégalité nord-sud majeures, en fait. Mais en même temps, on se rend bien compte que ça peut quand même être une opportunité, en fait, pour ces pays du Sud qui ont des conditions climatiques favorables, en tout cas pour les énergies renouvelables, d'avoir de nouvelles ressources qui peuvent exporter à l'étranger. Restera encore aussi à savoir comment les élites de ces pays vont réussir à transformer cette manne financière pour servir le développement socio-économique ou pas, ou bien enrichir des élites locales ou des élites étrangères. Il serait tout à fait possible que ce soit des entreprises européennes qui captent la majeure partie de la plus-value en fait et que très peu restent dans les pays du Sud. Donc c'est pas suffisamment vertueux nécessairement ces idées. Voilà, il y a beaucoup de questions en tout cas. Donc tu as encore une belle carrière devant toi. Alors je sais que tu es très attaché à remplir toutes les missions universitaires, donc l'enseignement, la recherche et aussi le service à la société, et que tu as dans ce cadre de cette dernière mission contribué, été auteur-contributeur pour le 6e rapport d'évaluation du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail comment ces rapports sont préparés et comment est-ce qu'ils sont structurés? Oui. Peut-être revenir un petit peu en arrière. Donc c'est un organe qui a été créé en 1988. Donc c'est déjà un organe relativement ancien. C'est mon année de naissance. Et c'est un organe très spécifique en fait, très spécial dans le sens où c'est un organe qui a été créé par les États, qui ont ressenti à un moment donné le besoin de dire il nous faudrait en fait une synthèse à intervalles réguliers des meilleures connaissances scientifiques sur le domaine du changement climatique. Les rapports du GIEC sont divisés en 3 volumes, si on veut 3 volumes. Il y a d'abord un volume sur les dimensions physiques du changement climatique. Donc, est-ce que le changement climatique se produit? Est-ce qu'il est d'origine humaine? Ce genre de questions-là. Il y a un deuxième volume, c'est sur quels sont les impacts du changement climatique et comment faire face à ces impacts. Et puis, un troisième volume, c'est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les façons d'y arriver de façon le plus efficace, le plus juste, etc. Donc, ça, c'est vraiment ces 3 volumes. Donc, c'est cette structure du rapport qui n'a pas changé, en fait, depuis 30 ans. On en est là. C'est mis à jour environ tous les 6-7 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'est un cycle quand même relativement long. C'est un travail considérable. En fait. Oui, c'est ça. On sait pas. Et alors c'est un travail, c'est un organe très spécifique dans le sens où en fait il réunit des scientifiques du monde entier qui vont vraiment main dans la main, travailler. Donc, c'est des centaines de scientifiques qui doivent collaborer pour essayer de faire la synthèse des recherches, des publications scientifiques qui existent. Donc, le GIEC lui-même ne produit pas de recherche, mais il fait une synthèse de l'état des connaissances, du meilleur des connaissances disponibles. Il peut suggérer des types de recherches qui pourraient être faites, qui viendraient combler des lacunes dans l'information qui existe. Oui, ça oui, tout à fait. Oui, ça c'est tout à fait possible. Oui. Et d'ailleurs, c'est un super outil, on va dire, pour les chercheurs
chercheurs. Oui. Parce qu'en fait, on a déjà là, on va dire, un état de l'art qui est fait de façon sur tous les sujets liés au changement climatique. Donc, ça peut être aussi utile pour ses propres recherches, en fait. Oui. Et ta contribution dans ce rapport, Donc, dans le rapport qui est de 22, c'est ça, en 2022? C'est ça. Ta contribution était... Donc, moi, j'ai travaillé sur un chapitre qui traitait du suivi de l'adaptation au changement climatique. Donc, pour faire face au changement climatique, on distingue deux grandes voies. La première, c'est l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, c'est agir sur les causes du problème. La deuxième voie, c'est l'adaptation, c'est essayer d'agir sur les conséquences, donc limiter les conséquences du réchauffement. Et ce sur quoi j'ai travaillé, c'était essayer de voir en fait comment est-ce qu'on peut suivre si les politiques d'adaptation sont mises en œuvre ou pas, où en est-on en fait dans la préparation par rapport aux effets du changement climatique. Alors, tu as eu récemment le prix de la diffusion scientifique de l'ULB pour la communication vers les médias, donc je sais que tu prends ça très, très à cœur et que tu participes régulièrement à des discussions et des débats. Est-ce que tu penses que le contenu de ces rapports est suffisamment bien expliqué au grand public? Est-ce que les gens, tout le monde entend parler du GIEC, mais est-ce qu'il ça a vraiment le contenu, quels sont les éléments importants qui sortent de ces mises à jour régulières? Oui. Bon, évidemment, on n'en fait jamais assez, mais j'ai envie plutôt de voir le verre à moitié plein. Je trouve que le GIEC et les rapports du GIEC ont quand même acquis un statut très important. Chacun, plus ou moins, sait ce que c'est le GIEC, ou bon, a une vague idée. On entend parler du GIEC très régulièrement. Beaucoup de personnes aussi de la société civile ou des politiques mobilisent. On connaît l'acronyme, ça on voilà. l'entend certainement. Les COP et les GIEC, ça on l'entend. Et mobilisent en fait les rapports du GIEC, selon le rapport du GIEC, selon etc. Donc j'ai envie de dire d'une certaine façon, ils sont diffusés, ils sont mobilisés. Après, bon, ce sont des rapports qui font des milliers de pages. Personne, y compris les chercheurs qui travaillent sur le changement climatique, n'a l'occasion de lire ces milliers de pages. Donc c'est très difficile en fait. Donc là, il y a vraiment tout un travail qui doit être fait et qui doit sans doute encore être amélioré en matière de diffusion des connaissances. Mais bon, il y a beaucoup d'étapes. Il y a aussi la formation des journalistes eux-mêmes. Et ça aussi, ça a très fort évolué au cours des dernières années, où on a de plus en plus dans les rédactions des personnes qui sont spécialisées en fait sur ces questions-là et qui ne tombent plus comme un cheveu dans la soupe une fois par an quand il y a la COP ou une fois tous les 6 ans, 7 ans quand il y a le rapport du GIEC qui sort. On a de plus en plus des journalistes qui sont vraiment très bien informés et donc qui ont la capacité en fait de rendre compte de ces travaux scientifiques. Ça me permet de faire la transition. Tu as parlé des COP, donc la conférence des parties qui a lieu annuellement. C'est vraiment des réunions importantes pour les négociations internationales sur le climat. Ça déplace un grand nombre de personnes, peut-être pas tout à fait d'une manière environnementalement ce qu'il y a de plus sain. Est-ce que ça crée beaucoup d'émulation, mais est-ce que ça conduit réellement à quelque chose, ou bien est-ce que ça construit beaucoup de frustration parce qu'on parle, mais est-ce qu'il y a moyen d'agir après ça? Est-ce que ça aide vraiment à l'action? Je crois en effet que les COP sont sans doute un peu victimes de leur succès. Elles attirent en effet, bon là, à la dernière COP qui se déroulait à Dubaï, paradis des énergies fossiles, paradis de bien d'autres choses aussi, bon du trafic de drogue, on l'a encore vu très très récemment, qui a déplacé plus de 80 000 personnes, je crois. 80 000 participants à une conférence, donc c'est complètement démentiel. Il faut bien voir que c'est pas 80 000 négociateurs des États. Il y a aussi beaucoup d'autres parties prenantes qui viennent là. Il y a des représentants du monde des affaires, des représentants d'ONG. Des négociations qui se font en marge de la COP. Exactement. Donc il y a la COP, c'est-à-dire les négociations internationales elles-mêmes, qui rassemblent tout de même plusieurs milliers de personnes. Donc c'est un processus gigantesque en fait qui se fait sur de nombreuses lignes de discussion en même temps. Donc les négociations se produisent dans plusieurs salles à la fois. C'est d'ailleurs une grande difficulté pour les pays pauvres de suivre toutes les négociations à la fois parce qu'ils n'ont simplement pas suffisamment de négociateurs. Oui. Donc ça, c'est une partie de ce qui se passe à la COP. Puis l'autre partie, en fait, le plus gros des participants, c'est en fait des gens qui viennent pour parler à des conférences, à toutes sortes d'événements, échanger. Il y a aussi tout ce qu'on pourrait appeler une sorte de salon, en fait, où on a toutes sortes d'entreprises qui viennent présenter leurs solutions, même technologiques, etc. Donc, c'est vraiment un monde à part entière qui se limite pas du tout aux négociations climat vraiment entre États. Bon, dans le grand public, je crois, et c'est un peu, malheureusement, monté en épingle chaque année dans les médias, où on a l'impression que c'est la COP de la dernière chance. Et ça, ben, c'est risqué parce qu'en fait, ces COP, elles vont durer, enfin, c'est-à-dire, ça dure depuis plus de 30 ans, ça va durer encore sans doute très très longtemps. Et je crois qu'il faut sans doute avoir plus à l'esprit ce que ces COP peuvent permettre d'atteindre. C'est-à-dire, ça reste
un sujet qui est traité de façon très limitée. Le mandat en fait des négociateurs qui viennent au COP, il est très limité. Ils peuvent pas décider d'arrêter le commerce international. Il y a toutes sortes de sujets en fait qui sont exclus de leur mandat de négociation. Donc ce qu'ils peuvent négocier, ce sont des choses assez, je vais pas dire basiques, mais des choses quand même tout de même très limitées. Et dans tous les cas, en fait, la balle, elle est à tout moment dans le camp des États. Donc la mise en œuvre des politiques de réduction des émissions, ce n'est pas les Nations Unies qui peuvent mettre ça en place, ils n'ont aucun pouvoir pour le faire, il n'y a pas un gendarme mondial qui viendrait imposer à tel ou tel État de faire telle ou telle politique. Donc c'est vraiment un lieu où les États, avec des intérêts diamétralement opposés, des États producteurs de pétrole, des États très sujets, victimes, vulnérables au changement climatique, des pays très riches, très pauvres, doivent se mettre autour de la table pour essayer d'avancer dans cet agenda-là, mais avec toutes sortes de complications. On a vu la dernière fois le délai que ça a pris avant de pouvoir arriver à quelque chose. Ouais. Donc, moi j'ai envie de dire, et c'est ce que j'invite les journalistes à faire, mais c'est difficile, c'est en fait regarder aussi dans d'autres lieux où des négociations qui sont aussi pertinentes pour le climat se produisent, mais sur des sujets différents. Par exemple, des négociations sur le commerce, où il faudrait introduire davantage des clauses liées au changement climatique, à l'environnement, dans les accords commerciaux, par exemple, ou dans la réforme des institutions de développement international, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international. Là, il y a aussi beaucoup de choses qui se font et qui doivent être faites en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, en se focalisant sur ces COP, sur ce moment annuel de la conférence, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en fait, on se met un peu des œillères parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font ou qui devraient se faire aussi par ailleurs. Et le fait que c'était annuellement, c'est important puisque ça rappelle ou bien c'est un petit peu exagéré de le faire chaque année vu le coût environnemental finalement d'organiser une conférence pareille. Oui, exactement. Mais peut-être pour revenir sur le coût environnemental, il faut malheureusement remettre aussi un peu les choses à leur place. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres événements qui rassemblent énormément de personnes. Les concerts de Taylor Swift, par exemple, voilà. où l'impact environnemental est très mauvais. Mais ça ne veut pas dire que ces conférences ne pourraient pas être améliorées. Oui. Cela dit, c'est plus difficile qu'on le croit. Donc, il y a toutes sortes de réflexions qui ont déjà été menées sur est-ce qu'une partie des négociations ne pourrait pas se faire à distance, par Internet. Et c'est déjà le cas d'ailleurs en partie. Mais est-ce que ces COP ne pourraient pas se faire à distance? En fait, c'est très compliqué parce que toute une série de négociateurs de pays du Sud ont des accès Internet qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent mal. Ou bien alors, rien que pour la question des fuseaux horaires, ça voudrait dire que des négociateurs doivent rester éveillés. Enfin, ce serait en fait une complication. Et puis l'utilisation des outils numériques n'est pas non plus neutre au niveau environnemental. Donc je crois que c'est plus compliqué. Bien sûr, ça réduirait de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre qui, les émissions liées au transport aérien sont considérables. Mais voilà, il n'y a pas de solution facile. Après, reste la question, est-ce que ces 80 000 personnes ont vraiment quelque chose à faire là-bas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et ça, je crois que c'est à chaque personne de se poser la question. Et moi-même, je ne vais plus chaque année au COP, ça ne vaut pas la peine en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance aussi. Et tu peux faire des choses très localement aussi, puisque je sais que l'année dernière, tu avais participé à l'école polytechnique à une conférence qui était COP que du blabla. Est-ce que tu penses que ces conférences font partie du problème ou de la solution finalement? Je crois que tu as un petit peu répondu que c'est un petit peu les deux, mais... Pour le meilleur et pour le pire, je crois que ces COP, elles sont le reflet, le miroir du monde tel qu'il est. Donc un monde extrêmement inégalitaire, un monde où les intérêts sont très divergents et où en fait... Ici, il n'y a pas que des questions d'intérêt, il y a aussi des questions de valeur, où les gens, en fait, les personnes viennent à la table avec aussi un passé, un historique, enfin, en fait, une complication à ce point inouï qu'il est très difficile de résoudre ce genre de problème. Donc, on n'a rien de mieux pour l'instant, donc il faut faire avec ça, mais sans doute que c'est pas suffisant, ça c'est clair. Mais c'est déjà bien qu'on y travaille. Exactement. C'est justement ça. Donc tu disais tout à l'heure, tu aimes bien voir le verre à moitié rempli, c'est qu'on y travaille, déjà. Oui, mais il faut, enfin c'est pas suffisant. Ça, on ne le redira jamais assez. C'est-à-dire, on se dirige pas du tout vers une limitation du réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés. Les efforts doivent être redoublés de toutes parts, de toutes les parties de la société. Ça c'est très clair. Et ce sujet du climat, on a l'impression qu'il est vraiment monté très fortement à l'agenda, n'est sans doute même pas encore assez haut. Quand là, on a les élections maintenant, beaucoup d'autres sujets en fait sont à l'agenda, mais celui-là est relégué, on va dire à l'arrière-scène, alors qu'il devrait sans doute occuper une place plus
prépondérante, je dirais. Peut-être pour terminer, on voit l'effort maintenant que fait l'université d'engager des personnes comme toi qui ont une connaissance dans le domaine, donc tu vas former les générations futures, donc on peut espérer que ça va se renforcer dans l'esprit des générations. On voit déjà que les jeunes montent beaucoup plus, mais peut-être pas toujours avec les connaissances réelles derrière pour être plus nuancé parfois, qui est aussi important d'être nuancé là-dessus. Donc je crois qu'on peut que se réjouir d'avoir des personnes comme toi qui ont été engagées récemment à l'université. Merci beaucoup. Donc, il reste beaucoup de travail en tout cas, mais ça bouge. Ça bouge. Jamais assez vite parce que l'urgence est vraiment là, mais ça bouge et je crois qu'on peut au moins s'en féliciter de ça. Oui. En tout cas, un tout grand merci Romain. Merci aussi.